Bonsoir, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour célébrer la 21e édition du rassemblement annuel de notre profession, organisé sous l'égide du syndicat de la presse et de l'édition des professionnels de santé que j'ai l'honneur de présider. Un véritable plaisir, mais un défi également, car cette année, le format virtuel que nous vous proposons pour ce Grand Prix est totalement inédit. Notre cérémonie est retransmise en direct depuis un studio où sont confinés notre président du jury du Grand Prix, le professeur Grimaldi, notre prestigieux conférencier, le professeur Ganassia, et votre serviteur. Une cérémonie en direct, donc, mais en mode distanciel, car hormis les 3 intervenants que je viens de citer, auxquels il faut ajouter la présence du docteur Ducardonnet qui nous rejoindra pendant la seconde partie de cette soirée. Donc tous les autres acteurs de cette soirée, qu'ils soient auteurs, lauréats d'un prix ou bien membres du public, n'interviendront qu'à distance grâce à la magie de la technologie. Un événement qui commencera ce soir par une conférence qui s'annonce passionnante et au cœur de l'actualité scientifique. Cette conférence intitulée Covid-19, intégrité scientifique, intelligence artificielle et éthique sera conduite sous un format d'un exposé par le professeur Ganassia, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Il se prolongera en deuxième partie de soirée, à partir de 18h05, par la cérémonie de la 21e édition de notre Grand Prix éditorial. Professeur Ganassia, sachez que c'est un grand honneur que vous nous faites aujourd'hui dans le cadre de notre Grand Prix de participer en fait avec cette conférence. Permettez-moi de retracer brièvement quelques étapes de votre parcours. Vous êtes professeur à la faculté de sciences de Sorbonne Université, informaticien et philosophe, président du comité éthique du CNRS, membre du comité national pilote d'éthique du numérique du CCNE. Vous avez créé et dirigé plusieurs programmes pour le compte du ministère de la Recherche et d'autres institutions scientifiques, comme le CEA ou l'INRIA. Je me limiterai à en citer 2. Le programme de recherche coordonnée sciences cognitives et le groupement d'intérêt scientifique sciences de la cognition. Vos activités de recherche portent notamment sur l'apprentissage machine, la fusion symbolique de données et l'éthique computationnelle. Enfin, vos nombreuses publications sur l'intelligence artificielle ou l'éthique témoignent d'une appétence incontestable pour la transmission de la connaissance scientifique. Juste avant de vous passer la parole pour votre conférence, je souhaite préciser à notre public qu'il a la possibilité de poser des questions au professeur Ganassia en utilisant le chat qui est lié à leur connexion. Les réponses seront faites à la fin de son exposé. Professeur Ganassia, c'est à vous. Merci encore et excellente soirée à tous. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité à faire une conférence. Je suis très impressionné face à cette aréopage de spécialistes de tous les domaines de la santé et de la biologie. Et je vais traiter d'un sujet qui nous a beaucoup préoccupés ces 7-8 derniers mois sur les questions d'intégrité scientifique liées au Covid et aux transformations qu'impliquait l'utilisation massive du numérique dans le champ de la communication scientifique. Il me semble d'ailleurs qu'on est vraiment tout à fait au cœur des questions qui nous préoccupent ici. Donc je vais commencer par rappeler un tout petit peu ce que sont les questions d'intégrité scientifique. Et puis ensuite, je vais essayer de vous dire ce qui a changé, du moins ce qui, après nos réflexions conduites dans le comité d'éthique du CNRS, nous semble avoir transformé le paysage. Alors, première chose, donc, qu'est-ce que c'est que l'intégrité scientifique ? Alors, pour introduire cette question, je voudrais rappeler qu'il y a quelques mois, ça nous semble très vieux, ça fait un peu plus d'1 an, lors de l'allocation d'ouverture des 80 ans, des cérémonies du 80 ans du CNRS qui s'est tenue à la Mutualité, le Premier ministre de l'époque, vous vous en souvenez, Édouard Philippe, a introduit dans son discours en citant Raymond Aron, le philosophe. Et donc, non sans malice, bien sûr, il a mentionné la préface que faisait Raymond Aron à un ouvrage connu d'un philosophe sociologue allemand, Max Weber, Le savant et le politique. Et il a rappelé donc, Raymond Aron, dans cette préface citée par Édouard Philippe,
que la vocation du scientifique, c'est la vérité, inconditionnellement la vérité. Je crois que c'est quelque chose dont on doit se souvenir ici. Et il a dit le politique ne tolère pas toujours qu'on la dise. Alors bien sûr, on pourrait longuement parler du rapport des scientifiques et des politiques à la vérité qui est différente, mais je vais me centrer ici sur les relations entre les scientifiques et la vérité. Alors, ni Max Weber, ni Raymond Aron, ni a fortiori Édouard Philippe ne disent que les scientifiques connaissent intégralement la vérité, ou même qu'ils aient l'impression de posséder la vérité. Loin de là. Ce qui motive les scientifiques, c'est justement qu'ils doutent. C'est parce qu'on est inquiet. Pour reprendre Paul Valéry, on se lève la nuit, parce qu'on n'est pas sûr de soi. On n'a pas confiance dans les évidences les plus communes. C'est pour ça que l'on cherche à prouver les choses. On cherche effectivement des preuves. Alors on peut se tromper, et on sait qu'on peut se tromper, et on passe sa vie à essayer de trouver des assurances contre la fausseté. Mais ce qui nous motive, c'est une quête de vérité. Or, dans nos communautés, pour différentes raisons, que je n'expliquerai pas ici parce que ça nous prendrait trop de temps, mais un certain nombre de scientifiques trahissent cet idéal. Ils se détournent sciemment de la quête de vérité et cherchent à induire en erreur. En cela, ils se dévoient, ils se corrompent. L'intégrité scientifique, c'est justement je ne sais pas si c'est une discipline, en tout cas, c'est un secteur qui essaye de traquer ces scientifiques que l'on pourrait qualifier donc de corrompus parce qu'ils aspirent à tromper. Ils ne sont pas intègres. Alors, je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de rappeler ce que sont les plus évidentes des entorses à l'intégrité scientifique. Alors, les premières, c'est ce qu'on appelle, en utilisant un sigle, FFP, parce qu'on s'en souvient bien. Ça veut dire fabrication, falsification, plagiat. Alors, première chose, bien sûr, fabrication, invention pure de données. Falsification, modification intentionnelle de données. Alors, tout ça, bien sûr, ce sont des crimes à l'égard de la vérité. Et puis, plagiat, appropriation abusive de résultats. Alors, ce dernier, effectivement, ne se place pas tout à fait sur le même registre des deux premiers, puisque, d'une certaine façon, le plagiat, c'est un crime contre ses collègues, puisqu'on s'approprie, on vole les autres, tandis que la falsification et la fabrication, d'une certaine façon, c'est plus grave en tant que scientifique, peut-être moins en tant qu'homme, c'est une question, en tout cas, dont il faut parler. Mais ce qui est important, c'est que les instances devant lesquelles on juge ces infractions, normalement, ne devraient pas être tout à fait les mêmes, celles qui jugent du plagiat et celles qui jugent de l'intégrité scientifique. Mais dans tous les cas, même si ce ne sont pas les mêmes, ce qui importe, c'est que pour comprendre là où il y a plagiat, pour comprendre là où il y a fabrication, pour comprendre là où il y a falsification, il faut connaître la démarche scientifique. Ça veut dire, et je crois que c'est important, que si on ne connaît pas bien les métiers de la recherche, si on ne connaît pas l'épistémologie propre de chaque discipline scientifique, il est extrêmement difficile d'apprécier à sa juste mesure l'appréciation de chacune des fautes commises. C'est la raison pour laquelle on doit éviter, autant que faire se peut, de juridiciser ces affaires, de les faire passer devant les procédures ordinaires. C'est une première question. Alors, à ces fraudes, que j'ai caractérisées par le sigle FFP, on doit ajouter toute une zone grise que l'on a essayé de caractériser. On appelle ça en anglais les QRP, Questionable Research Practices, littéralement les pratiques de recherche discutables. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les petites infractions. Alors ça peut aller de l'écart de données gênantes. Alors on sait, on a vu ces derniers mois des exemples d'articles dans lesquels des scientifiques éliminaient certains patients. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce genre de choses. Donc écart de données gênantes, omission de déclaration de conflit d'intérêts. Négligence dans la tenue des cahiers de laboratoire, non-respect des règles d'éthique de l'expérimentation. Donc tout ça, bien sûr, est condamnable. Alors plus ou moins, parce qu'il y a des choses véniales et puis il y a des choses qui sont très graves. Et là encore, ça dépend des disciplines scientifiques. Et on ne peut pas avoir de règles générales.
Donc tout ça, ce sont des questions anciennes. Et je vais évoquer, par exemple, l'anecdote de Charles Dawson, vous savez, cet avocat et scientifique amateur qui a prétendu avoir découvert le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Et lorsqu'on a examiné les choses, on s'est rendu compte qu'en réalité, il avait fabriqué les choses. Il avait pris une mâchoire et puis un crâne, il les avait collés. Et il avait dit c'est le chaînon manquant. Alors bien sûr, ce sont des choses tout à fait anciennes. C'est ça, je crois, qui importe. Ça n'est pas nouveau. Alors il y a quand même eu des changements dans l'histoire. Les premiers changements viennent avec le développement massif des sciences, à partir en particulier de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il va y avoir une institutionnalisation de pratiques scientifiques et à ce moment-là, ça joue un rôle de plus en plus important parce qu'on va établir les carrières des scientifiques, on va les faire progresser en fonction d'indicateurs de l'activité scientifique, du succès et entre autres d'indicateurs chiffrés. C'est particulièrement vrai dans les disciplines du domaine de la biologie et de la santé. Ça l'est moins dans d'autres disciplines. Mais en tout cas, la publication est quelque chose qui devient extrêmement important. Alors ça a conduit, bien sûr, un certain nombre de gens à se demander mais comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que des gens, afin de grimper plus vite les échelons de leur carrière, trichent. Et aux États-Unis, il y a eu des groupes de gens qui se sont réunis. Il y a eu en particulier 2 ouvrages qui sont extrêmement importants, rédigés par la National Academy of Science et la National Academy of Engineering et l'Institut de médecine sur ce sujet, où on va préciser à la fois ce que sont ces fraudes et surtout ce que sont ces pratiques de recherche discutables. Alors depuis une dizaine d'années, ces questions subissent un nouveau renouvellement. C'est-à-dire qu'on n'en est plus simplement à des gens qui veulent accélérer leur carrière, mais la presse se fait assez régulièrement. Elle évoque des fraudes, des inconduites scientifiques. Et ces inconduites affectent non seulement les chercheurs qui s'en sont rendus plus coupables, mais ça c'est normal, mais ça affecte l'image de l'ensemble des chercheurs et la confiance que le grand public accorde à la science. Et le nombre de ces accusations s'est accru avec les médias numériques. Et en particulier, vous savez qu'avec les réseaux sociaux, vous avez de nouveaux médias qui existent, alors qui, dans leurs principes, sont tout à fait positifs, parce qu'ils vont permettre aux scientifiques d'échanger. Je pense par exemple à PubPeer, qui se présente un peu comme un salon de discussion des articles, ce qui permet d'étendre à l'échelle de la toile les débats qui se faisaient dans des laboratoires où on lisait des articles. Mais bien sûr, en plus de cette discussion des articles scientifiques, ce qui veut dire d'ailleurs qu'après la publication, vous pouvez continuer à avoir une vie pour les articles, ce qui est très positif. Mais bien sûr, ça a été l'occasion à certains moments de se poser un certain nombre de questions sur certains articles et ensuite d'alimenter des discussions et des débats, ce qui est positif, et de déceler éventuellement un certain nombre de tricheries, ou en tout cas d'éléments qui semblaient un peu troubles, ce qui a permis de mettre en évidence, par exemple, un certain nombre de fraudes, de figures qui étaient réutilisées, qui ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait, etc. Et donc, bien sûr, on est capable, grâce à ça, de mettre en évidence des infractions à l'intégrité scientifique, ce qui est positif. Mais le problème, c'est qu'on divulgue ces allégations d'infraction à l'intégrité scientifique avant qu'il y ait eu une preuve, effectivement, qu'il y ait une faute. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de journalistes peuvent recueillir à la source ces premières allégations, et avant qu'un procès ait été instruit, diffuser cette connaissance, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Alors, conscient du discrédit que les fraudes en général, et en particulier la divulgation de ces fraudes, risquent de jeter sur la science en général, les pouvoirs publics, en Europe, et en France en particulier, ont décidé de promouvoir la réflexion sur l'intégrité scientifique, à la fois en éduquant les chercheurs, en particulier les jeunes chercheurs, et puis en facilitant les voies de recours, c'est-à-dire que lorsque un chercheur constate qu'il y a un problème, qu'il puisse le dire le plus rapidement possible, et puis ensuite en traitant les cas d'infraction à l'intégrité scientifique pour effectivement poursuivre jusqu'au bout l'investigation.
Alors en France, en 2016, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon a demandé au professeur Pierre Corvol, que vous connaissez tous, de lui remettre un rapport sur une charte nationale à l'intégrité scientifique. Il s'en est suivi la mise en place de l'Office français d'intégrité scientifique, OFICE, qui est chargé d'accompagner les chercheurs dans la promotion de l'intégrité scientifique. Ça, c'est au plan français. Au plan européen, il existe un réseau des institutions nationales, ce qu'on appelle le ENRIO, European Network of Research Integrity Office, dont l'Office est partie prenante, avec d'autres institutions, à la fois internationales bien sûr, européennes, et puis françaises, le COMETS aussi, partie prenante de ce réseau. Donc tout ça, j'ai dit, première réalité ancienne de l'intégrité scientifique, de développement des sciences, d'encouragement à la fraude, ensuite les réseaux sociaux, divulgation. Mais à l'heure de la Covid-19 et des réseaux sociaux, on a eu encore une transformation. C'est de celle-là, je crois, dont il est important de parler maintenant. Au cours de cette pandémie, de très nombreux laboratoires se sont mobilisés pour essayer de résoudre cette crise. Et de ce point de vue, il faut s'en féliciter en tant que scientifique. C'est que tout le monde a essayé de participer à ce grand effort. Mais en parallèle à cet effort de recherche inouï, un certain nombre de scientifiques et d'experts ont été sollicités par les médias pour expliquer ce qui se produisait. Et on a constaté alors, dans le public, d'un côté, un immense appétit de connaissance, une volonté de savoir, une volonté de comprendre. Ça, c'est très positif. Et en tant que scientifique, de ce point de vue-là, nous sommes très contents. Mais malheureusement, cette volonté de savoir et cette sollicitation incessante des experts a ouvert la porte à un certain nombre d'excès. Prenant prétexte de l'urgence de la situation et utilisant des nouveaux médias, sont apparues des nouvelles formes de communication dommageables à la science et à son image. Et c'est, je crois, de ça dont nous devons parler aujourd'hui. Alors, soulignons à cet égard que la situation d'urgence ne justifie pas les entorses à l'intégrité scientifique. Ce n'est pas parce que nous avons une situation extrêmement grave que nous pouvons procéder à des expérimentations bâclées et obtenir des résultats faux. La meilleure chance que nous aurons de nous sortir de cette situation, c'est effectivement d'avoir des remèdes qui ont été prouvés, d'avoir des vaccins dont on a démontré l'efficacité. Ne pas le faire conduirait à une catastrophe. J'insiste là-dessus parce que, en tant que comité d'éthique du CNRS, il nous a semblé important de faire paraître un communiqué là-dessus, en disant que l'urgence de la situation ne justifiait pas des entorses à l'intégrité scientifique. Un certain nombre de gens ont dit le contraire. Et je crois que là-dessus, il faut s'opposer. Alors, donc, certaines de ces communications dommageables à la science et à son image relevaient de manquements classiques à l'intégrité scientifique. On a vu des expérimentations qui ne respectaient pas toutes les règles. Et d'autres qui sont liés à des phénomènes très nouveaux, liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Premier. Deuxième point, à l'utilisation de grandes masses de données. Troisième point, à l'ouverture des publications. Je vais essayer de détailler chacun de ces points qui me semblent importants. Ces nouvelles modalités de communication amplifient encore les effets des manquements à l'intégrité scientifique. C'est-à-dire, c'est comme une caisse de résonance qui va leur donner tout d'un coup une ampleur beaucoup plus considérable ici qu'auparavant. Donc, première chose, premier point, l'évaluation des publications. La première révolution, donc, vient des processus d'évaluation des publications par les pairs, qui sont de règle dans la communauté scientifique. À défaut de telles évaluations, il apparaît extrêmement difficile de s'assurer de la rigueur, de la démarche et de la qualité des résultats qui sont présentés. Or, l'accès ouvert aux publications, ce qui est très positif puisque tout le monde a accès gratuitement à la connaissance, mais l'accès ouvert à la publication a favorisé la mise en ligne de très nombreuses études
PubMed recensait plus de 50 000 références entre le début de la pandémie et le mois de septembre 2020. Et ça a continué à s'accroître. Et la plupart de ces publications ne sont pas des vraies publications, ce sont ce qu'on appelle des pré-publications. C'est-à-dire des articles qui n'ont pas été totalement évalués, mais que l'on met à disposition de la communauté scientifique pour qu'on puisse tirer parti des résultats qui sont présentés. Ce qu'on appelle les préprints en anglais. Alors, d'un côté, c'est extrêmement positif, puisque ça permet d'accélérer la diffusion des connaissances. Mais le problème, c'est que ces publications n'ont pas été totalement évaluées. Or, les scientifiques sont capables de les regarder et d'émettre un certain jugement en tenant compte de la rigueur de la démonstration, en tenant compte d'un certain nombre de points. En revanche, un certain nombre de journalistes, voire le grand public, accèdent à ces publications, en reprennent les conclusions, en y prêtent foi, sans comprendre la démarche qui a été celle des auteurs. Et ça pose, je crois, des problèmes majeurs. Alors à cela, à cette importance des pré-publications qui n'ont pas été totalement évaluées, s'ajoute un deuxième phénomène qui est nouveau, qui est lié à l'accès ouvert aux publications. C'est ce qu'on appelle les publications prédatrices. Alors, ce sont des publications dont les procédures d'évaluation sont fictives. On a l'impression que les choses sont évaluées. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est une fausse évaluation. Alors, il y a, pour essayer de démontrer ce à quoi correspondent ces publications prédatrices, un canular récent qui a été mis en scène par des scientifiques français, le gang des trottinettes, si je puis m'exprimer ainsi, donc pour démontrer le peu de rigueur de l'évaluation de certaines revues, des chercheurs ont rédigé un article facétieux sur le potentiel d'une combinaison d'hydroxychloroquine et d'azithromycine dans la prévention des accidents de trottinette. Et ils avaient mis comme auteur, je cite, entre autres, parce qu'il y en a une dizaine, Monsieur Didier Lambrouille, Madame ou Monsieur Silvano Trottinetta, et surtout, Nemo Macron, qui est localisé au Palais de l'Élysée, qui est le chien du président de la République. Cet article a été accepté avec 3 relecteurs. Il y a eu des petits problèmes de comité d'éthique. Ils ont dit on fait notre propre comité d'éthique. Ils ont non, on fait un comité extérieur. Ils ont dit oui, d'accord, mais on sort du comité où on s'est discuté. Et enfin, ils ont quand même été acceptés. Et puis ensuite, bien sûr, devant le scandale, l'article a été retiré. Alors, il faudrait adjoindre à ces revues prédatrices que j'ai mentionnées les publications de complaisance où les auteurs entretiennent des liens étroits avec le comité éditorial du journal, comme cela s'est vu parfois, où à ce moment les procédures d'évaluation sont peut-être moins rigoureuses que ce qu'ils sont habituellement. Alors j'insiste sur le fait que la prolifération des revues dites prédatrices, comme je l'ai dit, tient à un changement dans le modèle économique de l'édition scientifique, parce que auparavant c'était le lecteur qui était le payeur, et donc si les articles étaient mauvais, il ne les achèterait plus les revues. Maintenant c'est l'auteur qui est le payeur. Et comme l'auteur veut avoir des scores de publication élevés pour obtenir des subsides, eh bien, il va avoir tendance à publier le plus possible, et même s'il n'y a aucun lecteur, on va avoir beaucoup de publications. Donc ça, c'est une question majeure. Alors, tout cela, bien sûr, conduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des confusions dans l'esprit du public entre des observations plus ou moins vérifiables sur les effets de certains traitements, des expérimentations cliniques rigoureuses. Et même si l'on conçoit donc que dans une situation d'urgence sanitaire, on accélère les procédures d'évaluation pour tirer parti au plus vite des résultats de la recherche, ça ne justifie pas qu'on passe outre. De tels manquements auraient indubitablement des effets extrêmement délétères et graves, car la preuve scientifique n'est pas un luxe d'esthète, je crois qu'il faut le rappeler, comme on a pu le dire ces dernièrement. Deuxième point important, ce sont les masses de données. Une deuxième raison pour laquelle les questions d'intégrité scientifique évoluent tient à l'existence de méta-analyses sur des grandes masses de données dont les régimes demeurent parfois obscurs. Au plan épistémologique, le principe de ces études, moi je suis spécialiste d'intelligence artificielle, ce principe paraît novateur et riche de promesses potentielles. Mais attention, une masse de données, ça n'est pas une preuve. Ça n'exclut pas qu'on puisse faire des progrès considérables en comparant les masses de données, mais il faut qu'on sache exactement ce que l'on fait, et surtout il faut qu'on sache d'où viennent les données.
Or, ce que vous avez vu, c'est en juin 2020, une société qui s'appelle Surgisphère qui a fourni des données qui ont permis de faire des méta-études qui ont été publiées dans 2 journaux prestigieux, le Lancet et le New England Journal of Medicine, sur les effets secondaires du traitement de la Covid-19. Le doute a abouti très rapidement à rétracter les articles précités, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de tromperie. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'on a été conduit à suspecter les auteurs de ces articles, alors que leur démarche pourrait s'avérer légitime si la qualité des données était assurée. À l'avenir, il faudra certainement qu'on soit capable de certifier ces données. 3e point, les réseaux sociaux. Une dernière raison de l'évolution de ces questions d'intégrité scientifique provient d'un usage abusif des réseaux sociaux qui ne servent plus simplement à diffuser les connaissances ou à dialoguer, mais à lancer des invectives, voire à menacer l'intégrité des personnes, l'intégrité physique des personnes. On savait que ces pratiques de violence existaient dans la société, en particulier dans le monde politique. Depuis la crise de la Covid-19, des scientifiques ou des médecins hospitaliers se voient agressés. Mentionnons à titre d'exemple Karine Lacombe, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, chercheuse à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et à l'INSERV, qui a été régulièrement interviewée au printemps sur les chaînes de télévision et qui a essayé de tempérer les espoirs démesurés mis dans un certain nombre de traitements de la Covid-19. Et des partisans de ce traitement l'ont agressé sur les réseaux sociaux en menaçant de lui casser la gueule. Alors la science, ça veut dire qu'elle ne se fait plus uniquement par les scientifiques, dans les laboratoires, les amphithéâtres ou les journaux, mais aussi sur le cyberespace, avec l'ensemble de la population. Alors d'un côté, nous pourrions nous en réjouir, mais d'un autre côté, lorsque ces arguments échappent à la rationalité et relèvent de formes d'intimidation, telles que nous venons de citer, ça devient absolument dramatique. C'est le cas, donc j'ai dit, avec Karine Lacombe, c'est aussi le cas, Axel Kahn, on a parlé dans un billet, on parlait des voyous, un groupe de chercheurs qui a publié une méta-analyse sur les effets de certains traitements, s'est aussi, lui aussi fait agresser. Alors je voudrais conclure cet exposé où j'ai parlé beaucoup de l'évolution de l'intégrité scientifique avec le temps et de cette transformation extrêmement rapide qu'on a vu se cristalliser ces derniers mois avec les technologies du numérique à des questions d'éthique, d'intégrité et d'éthique. Communication liée à l'intégrité et l'éthique. Il arrive parfois que des informations tout à fait fausses soient diffusées, publiées, et qui, à mon sens, posent un certain nombre de problèmes. Alors je songe à des anticipations scientifiques qui sont dénuées de fondement, comme par exemple le cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui prétend qu'il sera bientôt possible d'utiliser des interfaces cerveau-ordinateur pour lire dans nos pensées, identifier nos désirs et, pour reprendre ces termes, fluidifier la relation du réseau social avec ses utilisateurs. Dans le même ordre d'idées, Elon Musk, que tout le monde connaît, affirme que la société Neuralink fabriquera très bientôt des implants cérébraux au moyen desquels on communiquera directement avec nos cerveaux. Il affirme même qu'on y implantera des dispositifs électroniques et que ceux-ci accroîtront les capacités intellectuelles humaines pour nous permettre de rivaliser avec l'intelligence artificielle et surtout nous mettre en réseau en sorte que nous participerons tous d'un esprit collectif, d'une ruche. Alors, outre le caractère excessif de ces projections, que trop peu de résultats tangibles étayent, je crois qu'il faut mentionner le futur absolument effrayant que ces chefs d'entreprise nous réservent, si par malheur cela advenait, parce que ça veut dire que nous n'aurions plus aucune intériorité, que toutes nos connaissances individuelles, nos états affectifs et mentaux seraient à la merci de ces industriels qui à la fois les connaîtraient et seraient capables de les influencer. Dans le passé, les pires dictateurs aspiraient à surveiller les agissements des sujets sur lesquels ils exerçaient leur pouvoir. Avec les neurotechnologies qu'ils nous promettent, ces industriels contraindront non seulement nos actes, mais aussi nos pensées.
Alors, je voudrais conclure en disant, on s'étonnera, même si j'ai été dans un certain nombre de comités d'éthique, il y a bien d'autres comités d'éthique sur l'intelligence artificielle, et on s'étonnera, en particulier aux États-Unis, et à la Commission européenne, que parmi ces multiples comités d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, aucun n'aborde vraiment ces questions et ne condamne ces grands industriels. Et je le regrette. Merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, professeur Ganassia, pour cette conférence. Vraiment, on aurait voulu voir durer un peu plus. Alors, je vais prendre quelques questions, si vous en êtes d'accord. Ils nous sont parvenus. Alors, la première, je la lis. Pour les réseaux sociaux, les vrais experts sont de plus en plus jugés comme des pseudo-experts, faussaires et menteurs, dans un contexte de complot organisé. Et chaque non-expert non compétent d'un domaine donné fabrique et divulgue sa propre expertise, qui en général s'oppose aux conclusions des vrais experts. La question est un peu longue. Comment, d'après vous, se sortir de cette situation absurde ? Alors, je vous remercie de cette question qui est vraiment excellente et je n'ai pas malheureusement de solution. Il y avait des hiérarchies. Les scientifiques, avec leurs compétences, avaient un certain statut d'autorité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le monde est à plat. Il n'y a plus de distinction. Et donc, effectivement, la parole de chacun est mise à égalité. Alors, d'un côté, on a pu s'en réjouir, parce qu'on voulait plus d'échanges, etc. Mais d'un autre côté, on se rend compte des effets dramatiques, parce qu'on ne peut plus rien exposer. Et la difficulté, c'est que le rythme de l'explication scientifique n'est pas le rythme de la communication médiatique. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours en défaut, parce qu'on hésite. Je l'ai dit au début, en tant que scientifique, nous doutons. Et c'est ce qui fait notre nature. Et quand on doute, on est moins convaincant que face à des gens qui ne doutent pas. Donc il me semble que la seule chose qu'il faudrait peut-être apprendre, c'est éduquer les gens et éduquer au doute scientifique et à la méthode. Merci beaucoup. Une autre question. Pensez-vous que les manquements à l'éthique scientifique progressent réellement ou bien il s'agit d'une certaine façon d'une illusion dans la mesure où aujourd'hui on peut mieux les tracer, mieux les identifier ? Ah, ça c'est une grande question. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a d'abord plus de scientifiques, une plus grande progression scientifique, et qu'on ne sait pas si la multiplication des constats d'infraction à l'intégrité scientifique tient au fait qu'il y a plus de facilité pour les dénoncer, il y a plus de facilité pour les observer, ou si ça tient effectivement au fait qu'il y a plus de manquements à l'intégrité scientifique. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que les conditions dans lesquelles les chercheurs scientifiques travaillent sont de plus en plus difficiles, ce qui pousse souvent des jeunes gens à vouloir absolument publier et donc éventuellement à commettre un certain nombre d'infractions. Et c'est pour ça que nous avions réclamé, au moment de la rédaction de la loi LPPR, qu'on mentionne ces questions d'intégrité scientifique dans la loi, parce que effectivement, les critères beaucoup trop rigoureux nous semblent pouvoir conduire à cela. Et on sait par exemple qu'en Chine, où les critères sont draconiens, il y a énormément de plagiat, parce que les gens doivent avoir énormément de publications. Donc je crois que s'il y a une évaluation rationnelle et raisonnée, ça devrait aider peut-être à diminuer les infractions à l'intégrité scientifique. Mais je ne sais pas, pour répondre à la question, quelle est la source de l'augmentation de ça. Et puis il faut aussi voir que, bien sûr, ces infractions à l'intégrité scientifique sont immédiatement relayées dans la grande presse. Et là encore, ça, c'est peut-être en trompe-l'œil, c'est-à-dire que ça augmente peut-être artificiellement le nombre de véritables infractions à l'intégrité scientifique. D'accord, merci. Peut-être une dernière question. Peut-on, ou dans le contexte que vous décrivez, comment parler ou comment peut-on définir l'éthique dans l'avenir, pour les prochaines années, en fait ? Alors, définir l'éthique, c'est difficile. Je crois que ce qui est important, surtout dans le domaine qui est le mien, c'est de bien dissocier l'éthique de la régulation. L'éthique, c'est d'abord une réflexion. Et on doit pouvoir se demander sur chaque développement technologique quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Alors, dans le domaine médical, on a mis très longtemps à établir un certain nombre de règles qui sont assez claires aujourd'hui, les règles de Belmont. Alors, on a, en intelligence artificielle, essayé de transposer ces grands principes, et à mon sens, ça ne convient pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autonomie de la personne, qui conduit au consentement éclairé, est extrêmement importante pour les expérimentations médicales, mais ça n'a pas vraiment grand sens avec les technologies, parce que ça veut dire que vous devez signer des conditions d'utilisation que personne ne lit. C'est un peu absurde. De même,
même l'apport, l'apport bénéfique et la non-malfaisance, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que Twitter, c'est bon ou c'est mauvais? On n'est pas capable de dire ça. En plus, il y a des modes d'appropriation des technologies qui varient. Et on peut prendre... il y a aussi des choses importantes qui sont la transparence, qui sont introduites. On ne sait pas très bien ce que c'est. C'est quelque chose d'important. On sent que le fait que la machine donne des explications, par exemple, si vous avez une machine qui fait un diagnostic médical, si elle se présente comme une espèce d'oracle sans expliquer les raisons pour lesquelles ce patient particulier, compte tenu de son état de santé, induit le système à telle et telle conclusion, ça n'aidera pas le médecin et ça pourra avoir des effets extrêmement dommageables. Ça risque en particulier, si les assurances sociales imposent l'utilisation de ces systèmes, ça risque de limiter considérablement la liberté du médecin. Donc tout ça, je crois que ce sont des questions importantes. Je crois, pour conclure, que donc, l'éthique, je vous ai dit, c'est vraiment cette réflexion qu'on doit avoir en permanence, cette inquiétude qu'on doit avoir sur les conséquences des développements, de l'utilisation du savoir que l'on a. Mais en même temps, justement, les comités d'éthique, souvent, se sont contentés d'émettre un certain nombre de principes généraux. Or, ces principes, on est en général tous à peu près d'accord avec le fait qu'il ne faut pas faire intrusion dans la vie privée, etc. Il faut respecter l'autonomie de la personne. Mais toute la difficulté, c'est l'équilibre entre ces principes. Alors, il y a un très grand philosophe que certainement beaucoup d'entre vous, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, Vladimir Yankelevitch, il disait justement, ce qui compte, c'est pas une vertu, c'est l'ensemble des vertus. C'est-à-dire que si, il a écrit un très gros traité des vertus, il dit par exemple, si on veut absolument être transparent, dire toute la vérité, eh ben, on peut faire énormément de mal, et en particulier les médecins, si vous dites brutalement à quelqu'un, voilà, quelle est votre maladie, voilà combien... Non, il faut accompagner cela, et donc c'est pas une vertu, c'est plusieurs vertus. Et dernièrement, avec la crise du Covid, je crois qu'on a vu quelque chose d'extrêmement important avec les systèmes de traçage. Beaucoup de gens s'inquiétaient des atteintes à la vie privée. Et effectivement, je pense qu'il faut faire attention, et c'est ce qu'on a fait en France avec les études d'informatique, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une intrusion trop grande dans notre vie, une atteinte à la liberté de réunion. Mais un certain nombre de gens se sont opposés violemment et définitivement à ces applications de traçage, et je crois qu'ils n'ont pas compris que la vie privée c'est une chose, mais que face à la vie privée, il y a d'autres impératifs, des impératifs de solidarité, et que c'est un compromis entre les deux qui doit être respecté. C'est pas une seule vertu, c'est l'ensemble des vertus, avec toute la réflexion qu'il peut y avoir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'infractions à l'intimité de la vie privée. Professeur Ganassia, ce sera le mot de la conclusion. Un immense merci pour les qualités de cette conférence. Et je propose qu'on conclue donc cette première partie sur ces derniers mots du professeur Ganassia. Merci encore, monsieur. Merci.